Bienvenue à cette conférence. Ce soir, nous accueillons Marc-Daniel Seffer. Marc-Daniel est économiste. Il est chercheur au laboratoire CNRS Framespa de Toulouse. Membre du comité de rédaction de la revue bilingue Nacelle qui traite du passé et du présent de l'aéronautique. Il a publié des ouvrages sur le colbertisme. Il est également l'auteur du livre L'aéronautique mondiale, acteurs et stratégies, paru aux éditions SK en 2016. Il intervient sur France Culture, vous pouvez réécouter en replay ses émissions sur l'économie de l'aérien. Pour aujourd'hui, je lui ai demandé de nous raconter une brève histoire de la guerre Boeing-Airbus. Marc Daniel, tu as la parole. Alors bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter de la manière la plus synthétique possible l'émergence du duopole Airbus-Boeing, ou plutôt Boeing-Airbus si on prend la chronologie, qui domine actuellement donc l'aviation commerciale. Et cette histoire sera brève et surtout pas exhaustive. Je vais mettre en avant quelques points importants et utiliser quelques concepts d'économie de l'innovation qui vont mieux permettre les différentes phases de cet oligopole. Alors revenons à l'aviation commerciale avant l'émergence de cet oligopole. Il y avait, après la Seconde Guerre mondiale, un développement de l'aviation commerciale avec deux entreprises dominantes, Lockheed, avec son super constellation que vous voyez là devant Manhattan, et le Douglas DC-7 qui prolongeait les fameux DC-3, le premier avion commercial moderne, pourrait-on dire, les DC-4 et DC-6. Ces avions avaient commun d'être des quadrimoteurs à explosion, moteurs à explosion, donc des moteurs comme les automobiles, et ils volaient environ à 500 km à l'heure et transportaient 80-90 passagers. Le coût d'ailleurs du ticket d'avion était très élevé pour un citoyen moyen, ce n'était pas possible de prendre l'avion. Et il y avait un troisième larron, si on peut dire, c'était Boeing. Boeing qui était marginal avec son Stratocruiser. Et Boeing, par contre, était très, très important dans le domaine des bombardiers. Des bombardiers, on le reverra. Donc des bombardiers qu'il avait fabriqués pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il continuait à construire pour l'US Air Force. Alors, ce duopole, si on peut dire, avec deux entreprises américaines, il y a une entreprise anglaise qui a voulu le remettre en cause. Il n'était pas question de faire une petite amélioration des avions qui existaient. Ils ont décidé de frapper un grand coup en innovant de manière radicale, disruptive, on dit en anglais, donc en faisant en sorte de fabriquer un avion qui soit beaucoup plus rapide. J'ai dit tout à l'heure 500 km à l'heure pour les avions commerciaux qui existaient. Là, c'était plutôt 800 km à l'heure, beaucoup moins bruyant, beaucoup plus confortable parce que volant beaucoup plus haut. Et cet avion, c'était le de Havilland Comet, donc la firme de Havilland, célèbre entreprise anglaise, avait conçu cet avion que vous voyez, qui est remarquable, très beau, avec quatre réacteurs dans les ailes. Et cet avion, au début, a eu un succès incroyable. Il est sorti en 52, le premier vol, et toutes les compagnies aériennes commençaient à se l'arracher, vu le confort et la vitesse qu'il apportait. Malheureusement, il y a eu des accidents, plus que deux. Il y a eu des accidents très très graves. Les avions comètes ont explosé en vol. Au début, on ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé. Alors, quand c'est une innovation radicale, on ne sait pas du tout vraiment l'état du monde physique. You never can tell, on ne sait pas. Et effectivement, c'est des travaux de recherche très approfondis qu'ont fait les Britanniques pour comprendre ce qui s'était passé, qui ont permis de découvrir
Ce qu'on ne savait pas, c'est que les matériaux utilisés comportaient des micro-fissures, invisibles à l'époque avec les moyens techniques de vérification, près des hublots. Les hublots étant à l'époque des hublots carrés ou rectangulaires, mais pas ronds. Et donc c'est près des coins sans doute que les fissures étaient les plus importantes. Et évidemment, dès qu'on a compris ça, chez les Anglais, on a décidé de modifier le Comet, de faire une version qui soit fiable. Mais malheureusement pour les Anglais, qui avaient été les premiers à inventer l'aviation commerciale à réaction, les jets commerciaux, c'est une autre entreprise qui en a profité, une entreprise américaine. Et là, nous allons essayer de comprendre comment Boeing, le premier acteur du duopole Boeing-Airbus, est apparu. Et pour faire simple, on mettra en avant qu'ils ont mis en place une stratégie très efficace, opportuniste, reposant sur 3 éléments. Le premier, très important, c'est de se faire financer par les pouvoirs publics, par le Pentagone, les militaires donc, et regardons comment. Nous l'avons dit tout à l'heure, Boeing était un constructeur de bombardiers lourds pendant la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Et en particulier, ils avaient conçu un bombardier stratégique porteur de l'arme atomique, le B-52. Vous voyez, cet appareil qui devait, si malheureusement il y avait une guerre mondiale, lancer des bombes atomiques sur l'Union soviétique, ses alliés, bien sur la Chine, eh bien ce bombardier à très longue distance n'avait pas une autonomie suffisante et il fallait un tanker. Et Boeing a conçu un avion tanker, donc un avion ravitailleur, qui permettait d'allonger l'efficacité donc du Boeing B-52, hein, et ça a été le Boeing KC-135, donc un stratotanker qui pouvait voler assez vite pour pouvoir ravitailler ce nouveau bombardier stratégique, élément fort de la force de frappe américaine. Et ça, c'est la première chose. Donc, les gens de Boeing savaient faire un gros avion à réaction tanker. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les gens de Boeing, ils ont appris, grâce aux erreurs de leurs concurrents, à savoir de Havilland, ils ont profité des graves événements qui avaient frappé le de Havilland. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé le tanker, vous en doutez bien, un avion sans hublot, en avion commercial, avec des hublots ronds, tenant compte des leçons de la catastrophe qui avait frappé le comète de Havilland. Donc ils ont appris grâce aux erreurs des concurrents qui s'étaient lancés courageusement dans une innovation radicale dont on ne maîtrisait pas tous les aspects. La troisième chose importante, c'est que Boeing, après avoir frappé très fort, était rejoint un peu après par Glass, qui a lancé son DC-8. Il était vendu en moins d'exemplaires, mais il fallait vraiment passer comme firme numéro 1, et pour ça, il fallait continuer. La stratégie, elle a été double. Construire une gamme et en même temps faire une innovation commerciale radicale. Alors, construire une gamme, ça voulait dire d'abord s'adresser aux moyens courriers. Aller aux moyens courriers, aux États-Unis en particulier, les lignes aériennes commerciales moyens courriers très développées. Elles étaient jusqu'à là faites par des avions
à hélice et moteur à explosion. Et donc, Boeing a lancé des moyens courriers à réaction. Le Boeing 727, d'abord, un triréacteur, et puis le Boeing 737 en 1967, on en reparlera, qui est toujours en service. Et ils ont élargi leur gamme en anticipant sur le développement phénoménal du trafic aérien, en se disant, voilà, les avions comme les Boeing 707 ou le concurrent, donc le Douglas DC-8 dont je viens de parler, c'est des avions qui ne vont pas pouvoir correspondre aux demandes des compagnies aériennes, il faut des avions plus gros. Et donc, ils ont pris un risque là, parce que là, c'est une innovation radicale. Ils ont lancé le Jumbo avec une capacité en passagers moins 2 fois plus grosse que les avions de l'époque. Et grâce à ça, Boeing est devenu le premier constructeur mondial d'avions commerciaux, dominant, éliminant ses concurrents américains et ses concurrents britanniques. Et évidemment, dans cette situation, on est souvent, et c'est le problème auquel souvent sont confrontées les entreprises qui sont en position dominante, pas simplement les entreprises d'ailleurs, eh bien on devient arrogant et on a un comportement très très dominateur sur les clients, compagnies aériennes, et puis on méprise beaucoup les concurrents. Alors, les concurrents au valoir, ça peut poser un problème à Boeing. Boeing ne pensait pas qu'on pouvait les rattraper. Donc, ils ne voyaient pas que, on va reparler, qu'Airbus pouvait faire des avions aussi bons que les leurs, sinon meilleurs. Et puis, vis-à-vis des compagnies aériennes, eh bien, ils avaient aussi une attitude très arrogante. Comme ils étaient, bon, pas en position de monopole, mais disons, si certains segments de marché, les très gros porteurs, oui, mais sur les autres, vraiment dominant le marché, eh bien, ils imposaient leurs prix et puis les délais. Et si les compagnies aériennes n'étaient pas contentes, on leur disait, eh ben, vous attendrez, et c'est comme ça, et pas autrement, vous n'avez pas le choix. Et c'est là que on voit que Boeing n'a pas vu venir Airbus. Il suffit de regarder, donc il y a 2 ans, on pourrait faire à peu près la même, donner une image à peu près identique. En 2018, vous voyez, Lufthansa, une des compagnies aériennes majeures dans le monde, une compagnie historique, eh bien, on voit que ça flotte. Évidemment, il y a des Boeing, mais il y a beaucoup d'Airbus. Je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais on pourrait trouver énormément de flottes de grandes compagnies qui sont mixtes. Pour certaines, effectivement, ont choisi le tout Airbus, c'est EasyJet, si je ne me trompe pas, et puis Ryanair, le tout Boeing. Donc, que s'est-il passé pour que Boeing, qui dominait le marché commercial de l'aviation commerciale, a pu se faire rattraper, parfois même doubler, par un concurrent qui n'existait pas. Donc là, nous passons à une deuxième étape, c'est l'émergence du deuxième acteur de Paul, qui est Airbus. Et nous allons regarder un petit peu comment Airbus est apparu sur le marché. Alors là, nous avions le premier avion commercial d'Airbus, hein, l'A300B, qui a été effectivement un succès, et nous allons expliquer comment il a pu apparaître sur le marché. C'est lié en partie à ce que nous avons dit avant sur le comportement de Boeing. Alors, la première chose très importante, avant de parler des erreurs de Boeing, reparler, c'est le fait que Airbus a pris des erreurs et des échecs qui ont été ceux de l'industrie aéronautique française et européenne. Je ne donnerai que 2 exemples. Le premier, bon, c'est la Caravelle, qui est un avion qui a été conçu par Sud Aviation, 55, il a volé, et c'était un avion révolutionnaire puisque c'était le premier moyen courrier
qui étaient vendus dans le monde, avant même que les entreprises américaines, britanniques en fassent. Merveilleux avions, hein, donc deux réacteurs en nacelle, mais ça a été un succès très limité. Il y avait des milliers et des milliers d'avions qui pouvaient être vendus, et on en a vendu très très peu, à peine 200 si mes souvenirs sont bons. Ça a été un succès commercial et donc un échec commercial, un succès technique, pardon, et un échec commercial. Pourquoi? Simplement, ça a été une erreur qui a été corrigée avec Airbus, c'est qu'il y avait une culture d'ingénieur chez Suez. On n'avait pas beaucoup de considération pour les détails triviaux, techniques. Or, les compagnies aériennes clientes de Sud Aviation dit mais votre avion il est merveilleux, il est très très beau, il vole très bien, hein. Il est bien mieux que les avions à hélice et à moteur à explosion que nous avons, mais il a un problème, c'est que les soutes à bagages ne sont pas pratiques. On perd énormément de temps, elles sont trop petites, etc. Or, il ne sert à rien de voler vite, hein. Il volait à 800 km/h, contre 450 ou 500 pour les concurrents à moteur à explosion, mais on perdait énormément de temps. Donc, tout le temps gagné en vol était perdu au sol. Et c'est pourquoi, c'est intéressant de le voir, Douglas, qui avait acheté plus ou moins la licence de la Caravelle, il y avait un accord de commercialisation de la Caravelle, n'en a pratiquement pas vendu, mais s'est inspiré de la Caravelle pour sortir un avion avec une soute à bagages tout à fait conforme aux demandes des compagnies aériennes, américaines et européennes, partout dans le monde, et ils ont lancé ainsi le DC-9. Si vous regardez sur les photos du DC-9 et la Caravelle, ils se ressemblent étrangement, puisque la DC-9 a aussi deux réacteurs en nacelle, mais cet avion a été vendu à des milliers d'exemplaires, sans doute presque autant que le Boeing 737, comme un moyen courrier. C'était un succès énorme pour donc Douglas, qui est devenu McDonnell ensuite, et la Caravelle, finalement, n'a pas percé. Un autre exemple très célèbre, c'est l'exemple du Concorde. Alors là, le choix qui a été fait à l'époque par les Français et les Britanniques, c'était de rentrer sur le marché l'aviation commerciale, non pas en améliorant ce qu'ils faisaient déjà, enfin, les Français auraient pu améliorer la Caravelle, mais en faisant un avion qui soit une rupture technologique fondamentale avec les avions existants, puisqu'ils volaient 2 fois le mur du son, qui est évidemment une performance énorme. On savait construire des chasseurs qui atteignaient cette vitesse, mais pendant un temps relativement court. Et là, il s'agissait de faire un avion qui volait plusieurs heures à cette vitesse. Et les Anglais et les Français ont réussi ce pari technique remarquable. Pourtant, ça a été une erreur, ça a été un échec commercial très très coûteux pour les finances publiques, mais cet avion n'a pas été vendu. Uniquement 20 exemplaires ont été vendus aux compagnies nationales et sous contrainte, hein, elles n'en voulaient pas. Et ça a été une réussite technique et un échec commercial très important. Il y a énormément de facteurs qui ont contribué à cet échec, mais l'essentiel, c'est qu'il faut savoir que Concorde n'était pas vraiment adapté au marché, que même s'il n'y avait pas eu d'autres facteurs, il aurait pas été vendu en quantité suffisante pour pouvoir assurer la rentabilité du projet. C'est alors sur la base de ces échecs successifs, échecs commerciaux, encore une fois, pas techniques, qu'il a été étudié à la fin des années 60 un nouveau projet d'avion qui devait être construit en coopération européenne. Donc les Anglais, les Allemands et les Français. Les Anglais sont partis ensuite. Et cet avion avait comme caractéristique de ne pas être révolutionnaire, d'un point de vue technique, mais d'être vraiment adapté au marché. L'idée, c'est que les lignes commerciales moyen courrier
était saturé, que les avions qui étaient en service, essentiellement donc ceux dont on a parlé, les Boeing 737 et les DC-9, Caravelle, on l'a vu, a été vendu à peu d'exemplaires. Ces avions, donc le Boeing et Douglas, n'étaient pas suffisants en termes de capacité pour assurer donc ces lignes à moyen courrier. Et donc, on pouvait faire des avions plus longs, poser de problème, mais le choix qui a été pris, c'était de faire on appelle en anglais wide body, donc un avion avec un fuselage très large, et ça permettait, le premier projet, de pouvoir transporter 300 passagers et non pas une centaine ou un peu plus avec les avions qui existaient à l'époque. Et donc, c'est un avion qui semblait adapté au marché, mais assez rapidement, on s'est aperçu, c'est Henri Ziegler qui dirigeait depuis 1971 l'aérospatiale, que cet avion finalement était un peu trop gros. Donc, l'astuce, c'était de garder le nom d'A300, mettre B, mais de ne pas mettre 300 places comme il était prévu à l'origine. On a redessiné l'avion et on l'a fait un peu plus petit, et 250 places. Et ça a été un avion qui était extrêmement performant. Et pour montrer l'apprentissage douloureux d'Airbus, des Français en particulier, et des Allemands dans le domaine commercial, c'est que cet avion ne se vendait pas. C'est un peu normal, les compagnies américaines en particulier étaient très méfiantes. Et c'est là qu'il y a eu un coup de génie. Les Airbus a proposé à la plus grosse compagnie intérieure américaine, Eastern Airlines, dirigée par le cosmonaute Borman, de leur prêter, si on peut dire, en simplifiant, cet avion. S'ils étaient contents, on le gardait, ils le gardaient, ils l'achetaient. Autrement, ils le rendaient. Or, cet avion, il a plu à trois parties prenantes importantes. Bon, les passagers, ils le trouvaient très confortable avec ce fuselage très large, hein, qui ne donnait pas l'impression d'être enfermé dans une boîte de conserve. Les pilotes qui le trouvaient très agréable et sûr à conduire. Et puis enfin, et c'est très important, les contrôleurs de gestion qui ont fait leurs calculs ont trouvé que l'avion était très économique en coût d'exploitation. Et donc, ça a permis la première commande importante à l'étranger de l'A300B. Et évidemment, cet avion a ouvert la voie à un ensemble d'autres programmes dont on va parler tout de suite, parce qu'il ne suffit pas, c'est comme Boeing, 20 ans ou 30 ans avant, de faire un avion, il faut faire une gamme. Alors, cette gamme, là on la voit, hein, je ne vais pas reprendre tous les avions qui ont été faits par Boeing, Airbus, excusez-moi. Je vais m'intéresser à quelques appareils, quelques programmes importants. Alors, après la 300B, donc un avion qui n'était pas révolutionnaire, un avion très sûr, donc très facile, très agréable à piloter, et très économique, et correspondait aux demandes de marché sur les lignes à moyen courrier à haute densité. Airbus a décidé de vraiment percer sur le marché en lançant un avion révolutionnaire. Au niveau technique, ce qui, encore une fois, n'était pas le cas de la 320, de la 300B, il était sur le plan commercial, mais non pas technique. Et là, il y a deux choses importantes. La première, c'est donc une innovation radicale au niveau technique, révolutionnaire, qui a changé la manière de piloter, c'est le pilotage grâce à des ordinateurs. On a supprimé les commandes hydrauliques qui existaient sur les avions, aux avions depuis une trentaine d'années, pour les remplacer par donc d'ordinateurs, ce qui changeait complètement la manière de piloter, qui a remis en cause beaucoup d'habitudes, qui n'a pas été reçu tout de suite de manière enthousiaste par tout le monde, hein, pour des tas de raisons, mais qui s'est avéré un progrès fantastique que d'autres constructeurs aéronautiques ont adopté par la suite. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une innovation commerciale radicale. Alors, commerciale et en partie technique. C'est que
les études de marché montraient que l'A320 était un avion qui était bien adapté à certaines lignes en termes de quantité de passagers transportés, mais parfois trop petit, certaines lignes, et parfois un peu trop gros. Et donc, l'idée géniale, ça a été, avec un avion, l'A320, de construire une petite famille. Pour les lignes à densité plus faible, l'A319, un morceau du fuselage, et pour les lignes à densité plus forte, on remet un morceau de fuselage en plus, on l'allonge l'avion, c'est le même, hein, et c'est l'A321. Autrement, on ne change pas l'avion. Et en gros, les études à faire sont relativement peu coûteuses. Et puis, pour les pilotes, c'est le même avion à piloter. Ce qui est important, hein, pas besoin d'être certifié, ça coûte très cher, sur un avion ou sur un autre. Et ça a permis à la 320 de rentrer sur le marché des moyens courriers et de remettre en cause la domination de Boeing, de Douglas aussi, et surtout de Boeing, avec son Boeing 737. Et Boeing a dû assez vite, donc c'était dans les milieu des années 80, hein, améliorer son Boeing 737, le rendre beaucoup plus efficace. Donc c'était un vieil avion, on va en parler, mais il fallait le moderniser. Je reprends. Donc, vous voyez, nous avions pour Airbus deux dates importantes, hein, deux événements importants, l'apparition de la 300B, qui permet de rentrer sur le marché, et puis la 320, là, qui permet vraiment à Airbus de s'imposer sur les moyens courriers. Alors ensuite, évidemment, Airbus va faire des longs courriers à 330, à 340, mais la question qui était importante aussi, c'était d'organiser, puisque c'est une coopération, hein, et vous voyez qu'il a fallu innover aussi dans le domaine de la logistique et mettre en place une organisation très efficace. Et à titre d'exemple, les Britanniques sont extrêmement forts dans la fabrication et l'étude des ailes, et c'est eux à Bristol qui sont chargés. Donc, étant qu'on assemblait au début uniquement à Toulouse les avions. Et après, quand on a monté en gamme, on a remis une deuxième chaîne d'assemblage, mais on a essayé de ne pas disperser. Pour la 320, c'est resté, si je ne me trompe pas, à Toulouse. Et pour d'autres avions de la gamme, ça a été à Hambourg. Bon, pour l'ensemble d'ailleurs des avions, on a essayé de ne pas faire plusieurs usines de montage. Alors, Boeing, face à cette montée en puissance d'Airbus, a réagi. Alors, ils ont lancé certains avions très très bons. Mais leur avion, le phare, celui qui a changé vraiment quelque part le visage de Boeing, c'est le Boeing 787 Dreamliner. Alors, l'idée est une idée assez ancienne, hein. Ils avaient déjà eu un projet qui n'a pas abouti, de faire des avions subsoniques qui volent très très vite, très légers. Et ils sont rabattus sur un avion un peu moins rapide, mais toujours révolutionnaire, cet avion Boeing 787, qui s'inscrit, vous allez le voir, dans plusieurs problématiques. D'abord, une prévision de croissance du trafic aérien, et il faut des nouveaux avions plus économiques, plus efficaces, et aussi dans un pari sur le changement de paradigme dans le domaine des réseaux de l'aviation commerciale. Prenons un exemple, hein, le système ancien pour aller de Toulouse à San Francisco. Le système ancien qu'on appelle hub, le hub, and spoke, c'est les rayons, consiste finalement à utiliser 3 avions et changer 2 fois d'aéroport.
c'est prendre un moyen courrier de Toulouse à Charles de Gaulle, un A320 par exemple, ensuite de prendre un très gros porteur de Charles de Gaulle à New York, et ensuite reprendre un moyen courrier comme un Boeing 737 de New York à San Francisco. On le sait, c'est un système très fatigant, tous les passagers le savent, on passe beaucoup de temps dans les aéroports. Donc le pari de Boeing, ça a été de dire voilà, non, non, on va changer, on va faire des point-to-point. Des point-to-point, donc point à point, c'est-à-dire qu'on va faire des avions qui vont directement, alors je n'ai pas fait la ligne là, mais directement d'ici de San Francisco, de Toulouse plutôt, à San Francisco. Évidemment, pour ça, il faut faire un avion qui soit de taille pas trop grosse, léger, extrêmement peu consommateur en énergie. Donc, c'était un avion qui était un très long courrier, donc, et ça a été effectivement un succès. Pendant ce temps-là, Airbus était parti sur une autre problématique. Eux, ils pensaient que le système hub and spoke allait continuer à fonctionner, en partie en Asie, les compagnies aériennes ayant besoin de très gros porteurs sur de très longues distances. Et donc, on a vu le Boeing 747, qui est en position quasi-monopole sur ce genre de segment d'appareils. Donc, il y a aussi peut-être sans doute une question de prestige. Airbus a étudié l'A380 en se disant, voilà, il y a un marché énorme, mais malheureusement, pour eux, c'est le point-to-point qui s'est plutôt imposé. Et donc, l'Airbus A380, qui est un avion magnifique, s'est vendu beaucoup moins que compensé. D'ailleurs, la fabrication est pour le moment arrêtée. Hein. Mais heureusement, les dirigeants d'Airbus, dès que l'étude de l'A380 a été terminée, eh bien, ils ont lancé l'A350. Après quelques hésitations, ils ont mis tous leurs efforts pour faire un avion de très haut niveau, avec un peu moins d'électrique et de composite que le Boeing 787, hein, qui a eu beaucoup de retard, du fait que les composites, donc ces matériaux très légers, très résistants et faciles à utiliser pour faire des formes particulières, on ne maîtrisait pas du tout sur les grandes surfaces. Airbus a été plus prudent et l'A350 est sorti sur le marché, donc à peu près, un petit peu après le Boeing 787. Et malgré l'échec relatif de l'A380, le succès de l'A350, qui a peut-être d'ailleurs cannibalisé l'A380, a permis à Airbus de se rétablir par rapport à Boeing sur les très longs courriers, donc où les deux appareils phares sont le 787 et l'A350. Donc là, on a deux entreprises qui sont, vous voyez, à peu près à 50-50. Alors, ils annoncent toujours qu'ils sont les meilleurs. Bon, en réalité, ça dépend comment on calcule. C'est très compliqué les calculs qui peuvent être faits en volume ou bien en chiffre d'affaires, en vente, en commande, en options, etc. Mais en gros, on peut dire que les deux entreprises sont un duopole où Airbus a rejoint Boeing grâce à des innovations diverses que nous avons vues. Mais Boeing avait su résister tout de même à l'émergence de son concurrent. Et évidemment, la question était quelqu'un qui peut rentrer sur le marché. Là, on voit les Chinois, le COMAC, un moyen courrier, le 919, qui cherche à rentrer sur le marché de l'aviation commerciale par les moyens courriers. Donc, pour remettre en cause donc, le duopole des deux entreprises Airbus et Boeing sur ce segment de marché, quitte ensuite à monter en gamme, faire des longs courriers, des gros porteurs, etc. Alors, face à ça, et face aussi à la menace possible de l'entrée d'Embraer, ou brésilien, ou Bombardier, le canadien, Airbus a décidé de réagir. Et ils ont décidé de lancer un avion, l'A320 Neo, équipé par
des nouveaux moteurs. Et Boeing 737, Boeing avec son 737 a décidé de faire la même chose. Pas de faire de nouveaux avions, mais des avions motorisés avec un nouveau moteur, le LEAP, un avion qui fait consommer 15% à 20%, ça dépend des études, de moins que les réacteurs précédents. Donc, deux avions qui n'ont pas besoin de faire d'investissements nouveaux radicaux. Ceci pour empêcher donc Comac de rentrer sur le marché, sachant que c'est maintenant, depuis, Embraer a été racheté par Boeing et Bombardier, pour l'essentiel, par Airbus. Voilà donc ce que je voulais dire. Et est-ce que vous avez des questions à poser sur cette présentation très synthétique, hein? Je ne suis pas rentré dans les détails. Merci beaucoup, Marc Daniel, pour cette présentation effectivement synthétique, mais globale, tout à fait intéressante. Moi, j'aurais quand même une question. Qu'est-ce qu'il en est de la crise actuelle du Boeing 737 MAX? Est-ce que c'est un incident de l'histoire, pas de bol, pas de chance, ou est-ce que c'était prévisible? Alors, c'est effectivement la question qu'on s'est tous posée. Alors, tout à l'heure, j'avais évoqué donc le fait que les deux entreprises ont lancé des nouvelles versions de leur best-seller, si on peut les appeler comme ça, le 737 pour Boeing et la 320 pour Airbus. Regardons d'abord ces deux avions. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, ce sont des avions qui n'ont pas été conçus à la même époque, hein. Le Boeing 737 est apparu en 1967 et l'A320, en gros, au milieu des années 80. Et donc, on regarde bien ces avions, on voit que l'un est beaucoup plus haut sur pattes, 320, et que le Boeing 737. Donc ça, c'est une version pas de 1967, elle était évidemment sortie bien après, mais l'avion avait déjà cette allure-là. Il n'a pas été redessiné. Là, on voit ce qu'a fait Airbus. Airbus, évidemment, ils n'ont pas refait un nouvel avion. Ils ne veulent pas qu'il y ait des concurrents qui rentrent sur le courrier. Ils font une innovation qu'on peut appeler incrémentale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un nouveau moteur, plus économique, avec des pales en composite et qui fait moins de bruit, ce qui veut dire que la soufflante, hein, qui aspire l'air, est plus grande. C'est pas grave pour la 320, hein, vous voyez, c'est le moteur, c'est plus gros, l'avion est haut sur pattes, donc pas de problème. Et donc, avec des dépenses relativement limitées à l'échelle d'Airbus, ils ont pu lancer cette A320 Neo qui a connu un très grand succès, parce que les compagnies ont besoin de renouveler leur flotte, et avec des avions plus économiques et aussi moins bruyants, parce que les questions écologiques jouent leur rôle aussi. Alors, malheureusement, pour Boeing, et là on voit des titres de la presse américaine, pour Boeing, ce n'était pas du tout la même chose, parce qu'on l'a vu, l'avion était très, très, très bas. Et donc, il n'était pas possible de mettre le réacteur, ou mettre, nous avons souligné en jaune, ou mettre le réacteur, comment mettre un réacteur qui touche le sol. Et alors, l'idée, ça a été de changer la position de la nacelle du réacteur et de le mettre plus en avant. Ce qui, évidemment, entraîne, on le voit là, un gros problème, hein, d'équilibre de l'avion et un nez qui s'élève beaucoup trop. Et le problème, c'était comment rendre l'avion stable et pilotable. Et là, on voit que ce qui a été mis, donc c'est en place, vous avez un capteur et qui redresse l'avion. Qui redresse l'avion, c'est un logiciel qui a été mis en place par Boeing, Maneuvering Characteristics Augmentation System, donc qui a été mis en place sur cet avion, ce nouvel avion, qui a commencé aussi à se vendre, d'ailleurs plus encore que la 320 Neo, mais malheureusement, il y a eu des accidents
des accidents, et là, comme on peut le voir, hein, ces accidents posaient de gros problèmes. Il y a eu deux accidents. Un accident d'une compagnie Lion, une compagnie asiatique, et puis un autre accident suite d'Ethiopian Airways, des accidents mortels, c'était très très grave. Et on s'est vite aperçu que ce n'était pas la faute du tout des pilotes ni des équipes d'entretien, mais que le logiciel n'était pas vraiment au point, et aussi qu'on n'avait pas fait de formation assez longue pour permettre aux pilotes de pouvoir maîtriser le logiciel. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas. Il y a eu certains pilotes qui sont arrivés à sauver l'avion. Et là, donc, ce qu'on peut dire, sans être méchant avec Boeing, c'est que cet appareil n'a pas été certifié dans des conditions normales. L'autorité de contrôle américaine, certification de fait, du fait des cubes budgétaires, n'avait plus des experts en interne assez nombreux. Et donc, c'est en gros Boeing qui s'est auto-régulé. Et donc, d'ailleurs, même le gouvernement américain, Trump, et lui, le président Trump, pendant un certain temps, n'a pas voulu arrêter les avions. Alors, toutes les autorités nationales décidaient de clouer le 737 MAX au sol. Et il a fallu la pression des syndicats de pilotes américains pour que le 737 soit cloué au sol. Ça pose évidemment d'énormes problèmes qui sont sans doute pas encore résolus. Boeing a perdu énormément d'argent, logique, hein, les compagnies ne sont pas livrées, demander des dédommagements. Le prestige de Boeing, évidemment, entamé. Cette erreur n'était pas donc un coup du sort, c'est une erreur qui, quelque part, était en partie prévisible. Voilà. J'ai bien répondu à ta question. Ça me va tout à fait. La question suivante, ce serait la question du Covid-19, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Euh, comment que, parce que à ces problèmes que coronavirus, alors bon, on en parlera. Marc Daniel, tu m'entends? Oui, je t'entendais plus là. Oui. La semaine prochaine, La fin sur la question que tu posais, tu annonçais la prochaine sur émission. l'après-Covid. Oui, oui. Je t'ai pas entendu là pour effectivement là, on peut s'interroger de manière plus globale sur quel va être l'avenir de l'aviation commerciale, de l'industrie aéronautique, après donc la sortie de crise sanitaire qui évidemment, on s'en doute bien, va être liée à une crise économique dans l'ensemble du secteur. Voilà. Au Très revoir. bien. Eh ben, on verra ça plus en détail la semaine prochaine. Tu pour répondre aux questions qu'on va retrouver sur le chat qui est sur et à en faire la pub autour de vous via les réseaux sociaux. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt.